Si vous avez eu 14 ans dans une petite ville du sud, il y avait un Piaggio Ciao appuyé contre les grilles du lycée. Ce pétaradement aigre du deux temps qui remontait la ruelle le matin, cette odeur âcre du mélange à 2% accroché aux vêtements, ces pédales qu'on lançait à la volée pour réveiller le moteur, le premier goût de la liberté à 45 km/h. Derrière ce petit engin frêle, il y avait un géant. Plus de 3,5 millions d'exemplaires, le véhicule le plus vendu de toute l'histoire de Piaggio, davantage même que la Vespa. Il avait survécu à la mort de son fondateur, survécu à la disparition des Agnelli, survécu au rachat par la finance allemande, à la quasi-faillite de 2002. Et puis, après 39 ans de fabrication presque inchangée, la courroie s'est arrêtée de tourner. Comment un engin qui traînait devant chaque lycée du Midi a-t-il pu disparaître dans un silence aussi complet ? Chapitre 1. Le dessein oublié d'un homme qui détestait les motos. Cette histoire ne commence pas en France. C'est là toute son étrangeté. Elle commence de l'autre côté des Alpes, dans une petite ville de Toscane que la plupart des Français qui ont roulé sur cette machine n'auraient pas su situer sur une carte. Pontedera. Un nom qui ne dit rien à personne à Lyon ou à Toulouse, et qui pourtant a motorisé une génération d'adolescents français. Il faut remonter plus loin encore. En 1884, à Sestri Ponente, près de Gênes, un jeune homme de 20 ans du nom de Rinaldo Piaggio fonde un atelier. Il ne fabrique pas de deux roues, il fabrique des aménagements navals, puis des voitures de chemin de fer, des carrosseries de luxe, des trams. À partir de 1915, des moteurs et des avions. Piaggio, à l'origine, c'est le ciel et le rail, pas la rue. Rinaldo Piaggio meurt en 1938, sénateur du Royaume d'Italie. À sa mort, l'empire se partage entre ses deux fils. Enrico prend les usines toscanes, celles de Pise et de Pontedera. Et c'est là que tout se joue. Enrico Piaggio est né en 1905. Diplômé d'économie de l'université de Gênes, il hérite, à la fin de la guerre, d'usines rasées par les bombardements alliés. Des halles éventrées, des machines tordues, un pays aux routes détruites. La plupart des héritiers, devant ce spectacle, auraient liquidé et tourné la page. Enrico Piaggio, lui, prend une décision qui va tout changer. Il abandonne l'avion. Un pays ruiné n'a pas besoin d'aile. Il a besoin de rouler. De se déplacer, individuellement, à peu de frais, sur ce qui reste des chaussées. C'est cette décision, passer de l'aéronautique à la mobilité individuelle, qui est l'acte fondateur de tout ce qui suivra. Et pour cela, il lui faut un ingénieur. Il en a un sous la main, et c'est un homme improbable. Corradino d'Ascanio, né en 1891 dans les Abruzzes, à Popoli. Un pionnier de l'hélicoptère, détenteur de records de vol dès les années 30. Un homme du ciel, comme la maison Piaggio elle-même. Et voici le détail qu'il faut garder en tête pour comprendre toute la suite. Corradino d'Ascanio détestait les motos. Il les jugeait sales, encombrantes, pénibles à réparer. Il ne supportait ni la chaîne graisseuse, ni le cambouis sur les mains. C'est précisément cette détestation qui va produire un chef-d'œuvre. Quand Enrico Piaggio lui montre un premier prototype de deux roues, une machine dessinée par l'ingénieur Renzo Spolti et surnommée Paperino, Donald en italien, d'Ascanio la trouve laide. Il reprend tout. Il conçoit une carrosserie porteuse en tôle, une roue avant sur monobras dérivée du train d'atterrissage des avions, une transmission sans chaîne, des roues démontables. Une machine propre, qu'une femme peut conduire en jupe sans se salir. Enrico Piaggio, voyant l'engin, entendant son bourdonnement, observant sa taille de guêpe, lui donne un nom qui va faire le tour du monde. La Vespa. La guêpe. Le brevet est déposé le 23 avril 1946. Voilà pour la légende. Mais notre histoire n'est pas celle de la Vespa. Elle est celle de sa petite sœur oubliée. Et cette petite sœur, elle aussi, naît dans la tête du même homme qui n'aimait pas les deux roues. Car dès 1955, 12 ans avant que la machine qui nous occupe ne voie le jour, Corradino d'Ascanio avait posé sur le papier le croquis d'un engin d'un genre nouveau. Quelque chose de plus proche du vélo que du scooter. Une idée simple, presque enfantine,
dans un carton de bureau à Pontedera. Un dessin qui va y rester 12 ans. Il faut être juste avec l'histoire, parce que les sources se contredisent. Les publications anglophones attribuent volontiers la paternité de cette future machine au seul d'Ascanio. Les sources italiennes, plus complètes, racontent autre chose. Elles désignent un autre homme, l'ingénieur Bruno Gaddi, entré chez Piaggio en 1954, collaborateur direct de d'Ascanio jusqu'à la retraite de ce dernier, comme le véritable responsable du projet industriel. Le magazine spécialisé Insella tranche sans détour. La machine fut conçue par une équipe dirigée par l'ingénieur Bruno Gaddi, et ce fut, écrit-il, une demi-révolution, technique autant que culturelle. Retenons donc la formule exacte, car elle est plus belle que la légende simplifiée. Le concept, le langage des formes, c'est d'Ascanio, en 1955. Le projet industriel, celui qui va sortir des chaînes, c'est l'équipe de Bruno Gaddi, en 1967. Entre les deux, 12 années pendant lesquelles l'Italie a changé de visage. Le miracle économique bat son plein. 16 millions de jeunes Italiens rêvent d'autonomie, et leurs revenus disponibles explosent. La Vespa est là, mais la Vespa est chère. Elle reste hors de portée de l'adolescent qui n'a que ses économies. Il manque un cran en dessous. Un engin qu'un gamin de 14 ans peut s'offrir seul, sans demander à personne. Le dessin oublié va sortir du carton. Chapitre 2. 40 kilos de caoutchouc et de tôle. Octobre 1967. La machine est présentée le 11 octobre, à Gênes d'abord, puis au Salon du cycle et du motocycle de Milan. Elle porte un nom qui sonne comme une salutation, un mot qu'on lance en partant. Ciao. Le prix de lancement, en Italie, est de 55 000 lire. Selon les archives des clubs de passionnés, la version de base consommait 1 litre de mélange tous les 70 km. 55 000 lire, c'était moins de la moitié d'une Vespa. Voilà le calcul d'Enrico Piaggio et de l'équipe de Bruno Gaddi rendu visible. Mettre un moteur entre les jambes de ceux qui n'avaient les moyens de rien. Mais ce qui frappe, quand on regarde le Ciao de près, ce n'est pas son prix, c'est sa mécanique. Car cet engin est un ovni. Commençons par le cœur. Un monocylindre 2 temps, refroidi par air, d'une cylindrée de 49,77 cm3. Une puissance d'environ 1,4 cheval. Une vitesse de pointe qui dépasse à peine les 45 km/h. Autrement dit, un moteur volontairement anémique. Faible par choix, pas par accident. Un moteur pensé pour être doux, économe, indestructible. Puis vient la singularité, celle qui fait toute l'insolence de la machine. Là où le Peugeot 103 et la motobécane entraînent leurs roues par une lourde chaîne métallique, la chaîne graisseuse que d'Ascanio détestait tant, le Ciao passe par une courroie de caoutchouc. Une courroie trapézoïdale. Sur les versions de base, une seule vitesse, à poulie fixe. Sur les versions supérieures, un variateur à poulie expansible, ce qu'on appelle le variomatique. Il faut être précis, parce que la mécanique est têtue. Sur certaines versions, la transmission finale conserve une petite chaîne de roue arrière. La révolution du caoutchouc concerne l'entraînement principal, pas la totalité de la machine. Mais l'idée est là, et elle est scandaleuse pour l'époque. Remplacer l'acier par le caoutchouc. Remplacer le métal noble par une bête courroie de gomme. Le reste est à l'avenant. La coque est en tôle d'acier emboutie, porteuse, comme la Vespa. Le réservoir est intégré au cadre lui-même, logé dans la poutre, avec une capacité de 2,8 litres. Le groupe motopropulseur est compact, ramassé près de l'axe du pédalier, car oui, il y a des pédales. On démarre le Ciao comme on démarre un vélo. On pédale pour lancer le moteur, et quand la panne sèche arrive, on rentre à la maison en pédalant. Sur les modèles plus récents, le bouchon de plastique du réservoir servait même de gobelet doseur pour préparer le mélange à 2% d'huile. Un objet pensé jusqu'au moindre geste du quotidien. La suspension ? Elle est quasi inexistante. À l'arrière, rien, ou presque. Le train est rigide, et toute la souplesse tient dans une selle montée sur double ressort. À l'avant, un modeste bras oscillant. Pas de compteur de vitesse sur la plupart des versions. À quoi bon compter une vitesse qu'on n'atteint pas ? De grandes roues de 17 pouces, comme celle d'une bicyclette. Un carburateur Del Orto, un allumage par volant magnétique, sans batterie, sauf pour les versions à clignotant, qui recevaient une petite batterie de 6 volts.
Le tout pesait environ 40 kg à sec. 40 kg de caoutchouc et de tôle. Voilà ce qu'était le Chao. Une machine dont on pourrait dire qu'elle était dangereusement simple. Pas de suspension arrière, pas de compteur, une courroie de gomme là où les autres mettaient de l'acier trempé. L'exact inverse de la sophistication mécanique française, avec ses chaînes et ses boîtes de vitesse. Et pourtant, cette simplicité était une intelligence. Car le Chao est le premier cyclomoteur pensé dès l'origine comme un véhicule motorisé complet, avec son cadre dédié, son ergonomie propre, et non comme un vélo auquel on aurait rapporté un moteur. C'est un objet cohérent, un objet dessiné. Une remarque, pour ne pas s'y perdre, car Piaggio a décliné l'idée en toute une famille. Le Chao, c'est le vélomoteur pur, celui avec les pédales. Ne le confondez pas avec ses cousins, le Bravo et le Boxer, dotés d'une fourche télescopique, à l'allure plus moto, le Si, avec sa selle longue, le Griot, le Boss. En Espagne, la filiale Moto Vespa produira une machine cousine, le Vespino. Au Canada, dans les années 70, le Chao sera même vendu sous le nom de Vespa Chao. Mais le Chao, le vrai, reste cet engin frêle et têtu, avec ses pédales et sa courroie. Il ne restait plus qu'à le faire traverser les Alpes, et à le lâcher dans le seul pays d'Europe qui avait fait du cyclomoteur une religion nationale. Chapitre 3. L'Italien qui débarque au pays de la mobilette. En France, à la fin des années 60, le marché du deux-roues léger n'est pas un marché ouvert. C'est une forteresse. Et cette forteresse est tenue par deux noms qui appartiennent au patrimoine national aussi sûrement que le Camembert et le Tour de France. Peugeot, avec son fameux 103, et Motobécane, avec la mobilette, la vraie, la bleue, celle dont le nom même est devenu, dans la bouche des Français, le mot générique pour désigner n'importe quel cyclomoteur. On ne dit pas « je prends mon deux roues », on dit « je prends ma mob ». Le mot appartient à Motobécane, et à travers lui, c'est toute une industrie française qui règne. Dans ce paysage-là, l'arrivée d'un petit Italien à courroie de caoutchouc relève presque de l'effronterie. Le Chao débarque en terrain hostile, et il faut le dire honnêtement, sans enjoliver, il ne conquiert pas la France. Il s'y fait une petite place de niche, obstinée, surtout au sud de la Loire. Au nord, son allure fluette, son air de ne pas payer de mine, séduisent moins. C'est une géographie curieuse, presque une ligne de partage. Le Chao est un engin du Midi et du centre, plus que du nord. Comment un tel outsider parvient-il malgré tout à s'installer? Par une porte que Peugeot et Motobécane avaient laissée entr'ouverte. La porte de la jeunesse et singulièrement celle des jeunes filles. Car le Chao est un cyclomoteur de 49 cm3. Et en France, cela signifie une chose précise. On peut le conduire dès 14 ans, sans permis. À 14 ans, on n'a pas de préjugés d'adulte. On a des économies, une envie d'air et le désir farouche d'échapper aux parents. En France comme en Italie, ce sont d'abord les jeunes filles qui adoptent le Chao, exactement comme elles avaient adopté les petites Motobécanes, les 101 et 102. Elles se moquaient de l'absence de compteur. Elles se moquaient que l'engin fasse moins moto que les mécaboîtes des garçons. Ce qu'elles aimaient, c'était le joli petit phare rond perché haut sur le guidon, la position de conduite reposante, la légèreté d'une machine de 40 kg qu'on pouvait relever seule quand elle tombait. Les garçons, eux, le boudaient. Trop frêle, disait-il, pas assez viril. Ils lui préféraient les mécaboîtes, les engins qui pétaradaient plus fort et qui affichaient une vitesse sur un cadran. En vérité, le Chao se tenait à mi-chemin de deux mondes. Plus rapide et plus abouti que le vieux Solex, ce célèbre vélo à moteur qui frottait sur le pneu avant, mais moins sérieux, moins mécanique que la mobilette. Un entre-deux, ni tout à fait vélo, ni tout à fait moto. Et c'est peut-être précisément dans cet entre-deux qu'il a trouvé son public. Il faut dire un mot de la façon dont Piaggio s'était installé en France, parce que c'est une histoire à part entière. La Vespa, la grande sœur, n'était pas arrivée directement de Pontedera. Elle avait été assemblée sous licence, sur le sol français, par une société nommée ACMA à Fourchambault, dans la Nièvre, de 1951 à 1962.
Et voici le détail qui donne la mesure de ce que représentait alors le deux roues italien pour une petite ville française. À son pic, en 57 et 58, l'usine ACMA de Fourchambault employait près de 2800 salariés. Dans une ville qui comptait à peine plus de 6000 habitants. Presque une personne sur deux dans cette commune de la Nièvre vivait de la guêpe italienne. À partir de 1962, cette page se tourne. L'assemblage français s'arrête et Piaggio importe désormais directement depuis Pontedera. C'est par ce canal, celui de l'importation, que le Ciao arrivera à son tour dans les magasins français quelques années plus tard. Et ici, l'honnêteté du chroniqueur oblige à un aveu. Le nom précis du distributeur qui a diffusé le Ciao en France dans les années 70 et 80 ne figure nulle part dans les archives ouvertes. Il dort quelque part dans les registres d'une entreprise, dans les pages jaunies de Motorevue, dans les cartons du musée Piaggio. Mais il n'est pas établi. On ne l'inventera pas. Ce qui est sûr, en revanche, c'est le résultat. La machine était là, dans les vitrines, entre le 103 et la mobilette. L'Italien avait pris pied au pays de la mobilette. Et il n'allait plus en repartir avant longtemps. Chapitre 4. Le phare haut perché des 14 ans. Il y a des objets dont on ne se souvient pas seulement avec les yeux. On s'en souvient avec les oreilles, avec le nez, avec la peau. Le Ciao est de cela. Demandez à quelqu'un qui a eu 14 ans dans une petite ville du sud-ouest ou du centre, au milieu des années 70. Il ne vous décrira pas d'abord la forme de la machine. Il vous parlera du bruit. Ce pétaradement aigre du deux temps qui remontait la ruelle le matin, ce crépitement reconnaissable entre mille qui annonçait le passage d'un adolescent avant même qu'on le voie. Il vous parlera de l'odeur, cette odeur âcre et sucrée à la fois, du mélange d'huile et d'essence à 2%. Une odeur qui restait accrochée aux vêtements, une odeur qui pour toute une génération sent encore la liberté. Il vous parlera du geste du bouchon doseur qu'on dévissait pour faire le plein, des pédales qu'on lançait à la volée pour réveiller le moteur, et du porte-bagages arrière, cette petite grille d'acier chromé qui a accueilli, sur les routes de campagne françaises, des générations entières de passagères, assises en Amazone, une main sur l'épaule du conducteur. Voilà ce qu'était le Ciao dans la vie française. Pas une prouesse technique, un rite de passage. Pour des milliers de jeunes Français, et surtout de jeunes Françaises, cet engin fut le tout premier objet motorisé qui leur appartenait en propre. Le premier goût d'aller où l'on veut. La première distance mise entre soi et la maison familiale. On ne roulait pas vite, 45 km/h, dans le meilleur des cas, penché sur le guidon, le vent dans les cheveux. Mais à 14 ans, 45 km/h, c'est déjà l'évasion. C'est la première fois qu'on décide soi-même de l'heure à laquelle on rentre. Et puisque le moteur était anémique, volontairement bridé, une industrie entière s'était développée pour le réveiller. C'est l'un des paradoxes les plus savoureux de cette machine sage. Le Ciao fut une bête de tuning avant l'heure. Des fabricants au nom qui claquaient comme des marques de course, Malossi, Polini, Pinasco, Simonini, vendaient des kits pour gonfler le petit moteur. Un cylindre plus généreux, des poulies modifiées, un pot d'échappement libre. On achetait la machine la plus douce d'Europe, et le samedi après-midi, dans le garage, on passait des heures à essayer de la rendre méchante. Les parents payaient la version raisonnable, les enfants fabriquaient la version dangereuse. C'est peut-être cela, au fond, l'histoire de toute jeunesse. Le Ciao, bien sûr, avait aussi ses images. En Italie, la Vespa s'était offert l'une des campagnes publicitaires les plus célèbres de l'histoire du pays. Ce slogan restait dans toutes les mémoires transalpines. « Chi Vespa mangia le mele », signé par l'agence florentine Leader et son directeur artistique, Gilberto Filippetti, lancé en 1969. En France, le Ciao eut sa présence à lui. L'Institut national de l'audiovisuel conserve encore la trace d'un spot télévisé de 21 secondes, diffusé le 25 avril 1979. Et cette même année 1979, un dessinateur français aux traits inimitables, Franck Margerin, celui-là même qui venait de créer Lucien, sa figure de rocker à la banane huileuse,
signa une affiche pour la marque. La rencontre était parfaite. Le dessinateur des blousons et des mobylettes de banlieue mis au service de l'italien du bitume. Le Ciao entrait dans l'imagerie française par la grande porte, celle de la bande dessinée et de la jeunesse. Il faut ici manier les chiffres avec prudence, car un malentendu guette. Sur toute la durée de sa vie, de 1967 à 2006, le Ciao fut produit à plus de 3,5 millions d'exemplaires. C'est le véhicule le plus vendu de toute l'histoire de Piaggio, davantage même que la Vespa. La presse italienne le qualifiait de cyclomoteur italien le plus vendu au monde. Mais attention, ces 3,5 millions sont un chiffre mondial, pas français. On ne dispose d'aucun décompte fiable des ventes françaises, modèle par modèle. En France, le Ciao n'a jamais été un raz-de-marée. Il a été une niche tenace, coincé entre le géant Peugeot et le géant Motobécane, aimé surtout au sud de la Loire, adopté surtout par les filles. Et c'est peut-être cela qui rend sa mémoire française si particulière. Le Ciao n'était pas la mob de tout le monde. Il était l'italien qu'on n'a pas oublié. Celui qui n'était pas de chez nous et qui a pourtant fait partie de nos 14 ans. Chapitre 5. L'apogée et l'ennemi dans la maison. La seconde moitié des années 70, le tout début des années 80. C'est là que se situe le sommet. Pas dans les chiffres de vente français qu'on ne connaît pas, mais dans quelque chose de plus difficile à mesurer et de plus vrai. La présence. Le Ciao est alors partout. Dans les cours des lycées de province, appuyé contre les grilles par dizaines, devant les cafés, sur les places de village le dimanche. Il est devenu ce qu'aucun bureau de marketing ne peut décréter. Un symbole. Le symbole de l'émancipation adolescente, du premier été où l'on est enfin libre de ses trajets. Une machine qui semblait éternelle, simple, increvable, bon marché. Un objet qui donnait l'impression d'avoir toujours été là et de devoir y rester toujours. Et pourtant, il y a, dans les histoires industrielles, un moment particulier qui n'apparaît clairement qu'après coup. Le moment où le triomphe et la condamnation coïncident. Où la machine est au sommet, adorée, omniprésente, et où, dans le même temps, à des centaines de kilomètres de là, dans des bureaux qu'aucun adolescent n'a jamais vus, se prépare déjà l'arme de sa mort. Car voici la cruauté de cette histoire. Le Ciao ne sera pas tué par ses rivaux français. Il ne sera pas abattu par Peugeot, ni par Motobécane, qui d'ailleurs disparaîtront eux aussi. Le coup fatal viendra de sa propre maison, de Pontedera, de Piaggio. Dans les années qui suivent, la firme qui a fait du cyclomoteur à pédales un phénomène de masse va miser toutes ses forces sur autre chose. Sur une nouvelle génération de scooters automatiques, modernes, sans pédales, sans mélange à préparer, sans ce petit air de vélomoteur d'autrefois. Des machines qui porteront des noms de tempête et de vitesse. Et ces scooters-là ne se contenteront pas de coexister avec le Ciao. Ils le dévoreront. Ils cannibaliseront leur propre grand frère. L'envahisseur italien qui avait nargué la France entière allait être tué par son propre camp. Personne, dans les cours de lycée du début des années 80, penché sur un moteur pour y glisser un kit Malossi, ne pouvait le savoir. Le pétaradement du deux temps résonnait encore dans toutes les ruelles. L'odeur du mélange flottait encore sur les places. La machine était là, plus vivante que jamais. C'était le sommet, le point le plus haut avant la longue descente. Et sur ce sommet, personne ne voyait encore le monde qui allait se refaire autour de lui. Chapitre 6. Le booster change tout. Le coup ne vint pas d'Italie, il vint du Japon. Et, par une ironie que l'histoire industrielle réserve à ceux qui la regardent de près, il portait sur son flanc le nom d'un vaincu français. En 1990, une nouvelle machine arrive sur le marché, le Yamaha BWS, vendu en France sous une marque au nom sec, MBK. Ces trois lettres n'étaient pas nées de rien. MBK, c'était l'héritière de Motobécane, la maison de la mobilette bleue, celle qui avait régné sur la France du deux roues, ressuscitée sous pavillon japonais. Et voilà que cette maison-là, ce vénérable ancêtre du cyclomoteur français, se mettait à fabriquer l'engin qui allait enterrer le genre tout entier. Le booster n'était pas un vélomoteur, c'était un scooter. Petite roue large, plancher plat, allure trapue de char d'assaut miniature. Pas de pédale,
Pas de mélange à préparer au bouchon doseur. On tournait la clé, on tournait la poignée et l'on partait. Les adolescents l'ont adopté immédiatement. Les chiffres racontent la bascule mieux qu'aucun discours. Dès la première année, 5 582 exemplaires immatriculés en France, 4 138 en Italie. Puis l'accélération. En 1992, les ventes dépassent les 20 000 unités en France. L'année suivante, 1993, 26 000 de plus. Et cette année-là marque un renversement que personne n'avait vu venir. Sur le segment du cyclomoteur, il se vend désormais plus de scooters que de mobs. Le vieux monde du vélomoteur à pédales venait de perdre la majorité. Le Ciao, lui, était l'archétype de ce vieux monde. Ses pédales, sa courroie, son démarrage à la volée, cet air d'objet d'avant, tout ce qui avait fait son charme devenait soudain sa condamnation. Ce qui était pittoresque devint démodé. Ce qui était simple devint pauvre. Et pendant que le marché se retournait, l'époque, elle aussi, changeait de règles. Le socle culturel du Ciao, souvenons-nous, c'était la liberté de rouler à 14 ans, sans permis, sans rien demander à personne. Cette liberté-là fut peu à peu encadrée. En 1997 naît le brevet de sécurité routière, obligatoire dès 14 ans pour les jeunes nés à partir du 1er janvier 1988. Une formation, un papier, un passage obligé. Ce n'était pas la fin de la liberté adolescente, mais c'en était la mise sous tutelle. Ce brevet deviendra plus tard, le 19 janvier 2013, la catégorie AM du permis. Le geste spontané du gamin qui enfourchait sa machine pour filer était devenu une démarche administrative. Puis vinrent les normes européennes anti-pollution. Une directive de 1997, obligatoire pour toutes les nouvelles réceptions communautaires à partir du 17 juin 1999. Puis les normes Euro qui se succédèrent. Et là, le petit deux temps du Ciao n'avait aucune chance. Ce moteur doux, économe, indestructible, avait un défaut rédhibitoire aux yeux de la nouvelle Europe. Il fumait. Il crachait cette odeur âcre que toute une génération associait à sa jeunesse, et cette odeur, désormais, était un délit de pollution. Le mettre aux normes aurait coûté davantage que la machine ne valait. 3 forces convergeaient donc sur le Ciao. Le scooter, qui y prenait ses clients, la loi, qui encadrait ses conducteurs, et la norme, qui condamnait son moteur. Aucune de ces 3 forces n'était dirigée contre lui en particulier. C'est ce qui rend l'affaire si implacable. Le Ciao n'était pas visé, il était simplement d'un autre temps. Pour mesurer l'ampleur de ce qui s'effondrait, il suffit d'un chiffre. Sur les 6 grands marchés européens du cyclomoteur, on est passé de 900 000 ventes en 2007 à 142 000 en 2025. Ce n'est pas le déclin d'un modèle, c'est l'extinction d'une catégorie tout entière. Le cyclomoteur, qui avait motorisé la jeunesse de l'Europe occidentale pendant un demi-siècle, était en train de disparaître. Mais le sort du Ciao ne se jouait pas seulement dans les rues de France, ni dans les couloirs de Bruxelles. Il se jouait aussi, et peut-être surtout, dans des salles de conseil d'administration, à Pontedera, à Francfort, à Milan. Là où l'on ne parlait plus de ruelles ni d'odeur d'essence, mais de dettes, d'actifs et de plus-value. Chapitre 7. Pontedera aux mains de la finance. Enrico Piaggio, l'homme qui avait tout reconstruit sur les ruines de la guerre, meurt en 1965. Il n'aura pas vu le Ciao sortir des chaînes. La maison passe alors à sa famille par alliance. Son gendre, Umberto Agnelli, l'un des noms de la grande dynastie de Turin, celle de Fiat, préside désormais Piaggio. L'histoire aurait pu être tranquille. Elle fut tragique. Le petit-fils, Giovanni Alberto Agnelli, jeune héritier promis à la tête du groupe, devient président. Et il meurt d'un cancer en 1997. Il avait 33 ans. Avec lui, disparaît le dernier lien de sang entre Piaggio et les familles qui l'avaient porté pendant plus d'un siècle. L'entreprise se retrouve brutalement sans dynastie. Un empire industriel sans héritier. Et quand un empire industriel se retrouve sans héritier, il y a toujours quelqu'un pour proposer de s'en occuper. Ce quelqu'un, en 1999, s'appelait Morgan Grenfell Private Equity, un fonds d'investissement adossé à la Deutsche Bank. La finance entrait dans la maison de la Vespa.
La logique de ces fonds est connue, et elle n'est pas criminelle en soi. On achète une entreprise, on la redresse, on la revend avec profit, le plus vite possible. La promesse était celle-là, une revente rapide, une belle plus-value. La réalité fut tout autre. Une co-entreprise ratée en Chine vint plomber les comptes. Et les comptes, à la fin de l'année 2002, faisaient peur. Une dette de 577 millions d'euros, un chiffre d'affaires de 945 millions, et une perte, pour cette seule année, de 129 millions d'euros. La maison qui avait remis l'Italie sur des roues était au bord du gouffre. C'est ici qu'entre en scène l'homme qui va sauver Piaggio. Et il faut être juste avec lui car son redressement fut réel. Roberto Colaninno, né en 1943, disparu en 2023, était un financier chevronné, l'ancien patron de Telecom Italia. En 2003, par l'intermédiaire de son holding familial, IMSI, il prend le contrôle de Piaggio. Il apporte 100 millions d'euros. Les banques créancières convertissent 150 millions d'actions, effaçant une part de la dette. Il installe à la direction générale un homme de confiance, Rocco Sabelli. Et il fixe un cap, clair, moderne, sans sentimentalité. Ce cap tenait en un mot, le scooter. Le scooter moderne, automatique, à moteur 4 temps, propre, conforme aux normes qui se durcissaient. En 2004, Colaninno rachète Aprilia et Moto Guzzi, consolidant autour de lui l'essentiel de la moto italienne. Le 11 juillet 2006, Piaggio entre en bourse et lance dans la foulée un objet qui symbolise toute la nouvelle stratégie, le MP3, un scooter à 3 roues, urbain, stable, dernier cri. En présentant sa société aux investisseurs, Colaninno eut cette formule d'orgueil paternel. Il tenait, disait-il, un jeune homme solide, désormais prêt à marcher seul. Le groupe était sauvé. Le redressement fut spectaculaire. Mais tout redressement a un prix, et ce prix, quelqu'un devait le payer. Dans une maison rebâtie autour du scooter 4 temps moderne et rentable, quelle place restait-il pour un vélomoteur 2 temps né en 1967, non conforme aux normes, à la marge financière minuscule? Aucune. Le Ciao n'avait pas commis de faute. Il n'avait pas échoué. Il avait simplement cessé de correspondre à ce que l'entreprise voulait devenir. Le sacrifice se lisait déjà dans la géographie. La production espagnole, celle de Moto Vespa, installée à Madrid puis sur le site d'Arganda del Rey, celle qui fabriquait toute une partie de l'entrée de gamme, fut réduite drastiquement dès 2002, puis arrêtée aux alentours de 2003. Les dates exactes de la fermeture d'Arganda dorment dans les archives de la presse espagnole, et l'on ne les affirmera pas avec plus de précision qu'elles ne le méritent. Mais le sens de l'affaire, lui, est limpide. L'entrée de gamme 2 temps n'était plus soutenue. La fabrication survivante se concentrait à Pontedera, et Pontedera regardait désormais vers l'avenir, pas vers son passé. Il n'y eut pas de décision spectaculaire contre le Ciao, pas de communiqué annonçant sa mise à mort, pas de patron désignant du doigt le vieux vélomoteur pour ordonner sa fin. Il y eut seulement une série de choix rationnels, chacun défendable, chacun raisonnable, la finance, puis le redressement, puis le scooter, puis le sacrifice de l'entrée de gamme, et au bout de cette chaîne de raisons, un condamné qui ne figurait sur aucun acte d'accusation. C'est peut-être la forme la plus moderne de la disparition industrielle. Non pas la brutalité d'une fermeture d'usine, avec ses grilles cadenassées et ses ouvriers sur le trottoir, mais l'effacement silencieux d'un objet, décidé par personne en particulier et par tout le monde à la fois. Chapitre 8. La courroie qui s'est tue. La fin arriva en décembre 2006, 39 ans après le premier exemplaire présenté à Gênes. 39 ans de fabrication presque inchangée. Le même moteur têtu, la même courroie de caoutchouc, la même petite silhouette frêle. Et puis, plus rien. Il n'y eut pas de cérémonie, pas de dernière série numérotée, célébrée, vendue à prix d'or aux collectionneurs, pas de discours, pas de photographie de la dernière machine descendant de la chaîne. Le cyclomoteur le plus vendu de toute l'histoire de la marque s'est éteint sans que personne, ou presque, ne le remarque. Les sources françaises l'expliquent d'une phrase. Les normes anti-pollution avaient eu raison du petit moteur 2 temps. C'est vrai dans les grandes lignes. Il faut seulement rester honnête sur le détail.
Les sources ne s'accordent pas sur la norme exactement responsable, Euro 1 ou Euro 2. On dira donc simplement ce qui est établi. Le moteur était trop polluant pour l'époque nouvelle et trop peu rentable pour qu'on le mette aux normes. Le reste est affaire de date que les archives n'ont pas figée. Ce qui frappe, c'est le contraste. Songez à l'instant que Piaggio traversait alors. L'entreprise venait d'entrer en bourse, en juillet de cette même année. Elle célébrait son redressement, sa nouvelle santé financière, son avenir. Elle lançait le MP3, son scooter à 3 roues, sous les projecteurs et les applaudissements des investisseurs. Et dans le même temps, dans l'ombre de cette fête, on débranchait la chaîne du Ciao. La même année vit donc naître le scooter censé incarner le futur et mourir le vélomoteur qui avait incarné une jeunesse entière. Le triomphe et la disparition, côte à côte, sous le même toit, la même année. Il faut s'arrêter sur ce que cela signifie. Un objet qui avait fait tant de bruit, le pétaradement dans les ruelles, le crépitement le matin devant les lycées, l'odeur du mélange sur les places de village. Cet objet-là s'est tu dans le silence le plus complet. La machine bruyante est morte sans un mot. La courroie de caoutchouc, cette petite bande de gomme insolente qui avait remplacé l'acier et fait toute l'audace de l'engin, s'est arrêtée de tourner. Pour de bon. Et personne ne l'a entendu s'arrêter. Chapitre 9. Ce qui reste dans le garage. Ici, notre histoire s'écarte de toutes les autres. Car il n'y a pas de grille rouillée à filmer, pas de halles éventrées, pas de parking fissuré envahi par les herbes, pas de cheminée solitaire dressée comme un monument au-dessus d'une ville morte. Pontedera tourne toujours. Les chaînes fonctionnent. Piaggio est devenu un géant mondial du scooter et de la Vespa, prospère, coté en bourse, tourné vers l'électrique et l'avenir. L'usine n'est pas une ruine, elle se porte très bien. La ruine, ici, n'est pas un bâtiment, c'est un objet. Un objet disparu de la rue française. Il faut aller le chercher au fond des garages. Sous une bâche poussiéreuse, entre un vélo d'enfant abandonné et de vieux pots de peinture, il y a peut-être encore un Ciao. La selle craquelée, le chrome du porte-bagages piqué de rouille, la courroie sèche et fendue. Une machine qui ne démarre plus, que personne ne répare, et que personne non plus ne se résout à jeter. Parce qu'on ne jette pas ses 14 ans. Dans les rues, à sa place, il y a eu d'abord les scooters automatiques, puis aujourd'hui, les vélos à assistance électrique et les trottinettes. Des engins silencieux, propres, sans odeur, sans courroie apparente, sans ce petit défi mécanique qu'on relevait le samedi dans le garage. La liberté adolescente n'a pas disparu. Elle a seulement changé de son. Elle est devenue muette. L'objet, lui, survit là où on prend soin de la mémoire. À Pontedera, le Museo Piaggio a ouvert ses portes le 29 mars 2000, avant d'être entièrement rénové en 2018. Sur 5000 m², plus de 250 pièces racontent l'histoire de la maison. Et là, sous les projecteurs des vitrines, le Ciao trône aux côtés de sa grande sœur la Vespa et de la fourgonnette App. Réhabilité. Considéré. Ce que les rues avaient oublié, le musée l'a sauvé. Et puis, il y a les vivants. Ceux qui restaurent, qui collectionnent, qui échangent des pièces sur les bourses et les forums, en France comme en Italie. Depuis 2021, les cotes remontent. Un Ciao en bon état se négocie aujourd'hui entre 1000 et 2500 €. La machine qu'un adolescent s'offrait avec ses économies est devenue une pièce que des adultes rachètent avec nostalgie. Le premier 2 roues de leur jeunesse, revenu au prix du souvenir. En France, il faut le dire sans exagérer, le Ciao ne fut jamais la mob de tout le monde. Il resta l'outsider, l'Italien coincé entre le 103 de Peugeot et la mobilette de Motobécane, aimé surtout au sud de la Loire, adopté surtout par celle qui avait 14 ans. Sa nostalgie française est réelle, mais elle est particulière. Ce n'est pas celle d'un patrimoine national, c'est celle d'un invité qu'on avait fini par aimer, l'Italien qu'on n'a pas oublié. Il avait traversé les Alpes pour narguer les champions français. Il avait survécu à la mort d'Enrico Piaggio, à la disparition des Agnelli, au rachat par la finance allemande, à la quasi-faillite de 2002. Il avait survécu à tout, sauf à la fin du cyclomoteur comme genre, et au sacrifice tranquille décidé par sa propre maison.
Le voici sous sa bâche, dans le garage, toujours frêle, toujours simple, toujours reconnaissable. Ce qui manque à la machine, ce n'est pas une pièce. C'est la ruelle. C'est le matin de juin. C'est l'adolescent qui l'a lancé à coups de pédale et partait, le vent dans les cheveux, décider lui-même de l'heure à laquelle il rentrerait. Il reste le caoutchouc et la tôle. Et le silence, là où autrefois il y avait le bruit.